Le Palais Royal, dans le 1er arrondissement de Paris, tout le monde en a déjà entendu parler, sans trop savoir peut-être ce qu'il représente. En fait, le Palais Royal mérite assez peu son nom, car il n'a été royal que durant 11 ans, de 1643 à 1652 et en 1830 à 1831. On aurait dû parler de Palais d'Orléans, car cette famille resta 165 ans dans ces lieux. Puis le Palais Royal a été aménagé pour le Conseil d'État que nous allons découvrir ici. Nous voici dans le vestibule qui est composé d'une double rangée de 6 colonnes, très épurées, ne comportant aucun ornement. Et si on se retourne, voici donc l'entrée principale du Conseil d'État, avec cet escalier monumental réalisé par Pierre Contant d'Ivry que nous retrouverons plus loin. La coupole s'élève à 26 mètres de hauteur. Arrivé au premier étage, on remarque des panneaux de fresques en trompe-l'œil. Des figurines féminines en tunique antique, Cérès, Flore, Athémis et Terpsichore avec sa lyre. Par sa taille impressionnante, nous allons passer par la porte de la salle des contentieux. C'est la salle la plus solennelle du Conseil d'État et la seule salle où le public est admis. Savez-vous pourquoi? Un peu de patience. Levons les yeux vers le plafond, où les décors sont à la feuille d'or. On distingue les attributs du droit et de la force, les faisceaux de licteurs, les tables de loi, les trophées d'armes et le bâton de commandement, la main de justice, l'épée, la balance et puis des chaînes. Les attributs de l'autorité et de la justice, l'arc et le carquois, le gourdin, la peau de lion, les feuilles de chêne et de laurier. Sur le mur opposé aux fenêtres, le palais d'Orsay qui fut le siège du précédent Conseil d'État de 1840 à 1870. Vous vous rappelez pourquoi cette salle est la seule où le public était admis? Richelieu avait fait construire une salle de spectacle, car il avait un goût prononcé pour le théâtre. Louis XIV décida en 1660 que celle-ci, jusque-là alors privée, serait ouverte au public. Une entrée fut aménagée dans l'actuelle rue de Valois. Molière, directeur de la troupe du roi, s'établit au Palais Royal, où il joua d'ailleurs presque toutes ses pièces. Et c'est dans ce théâtre qu'il fut saisi par le malaise qui devait lui être fatal, le 17 février 1673, à l'issue d'une représentation du Malade imaginaire. Par la suite, la salle fut réservée aux opéras de Lully. La salle des pas perdus. Ce tableau représente une allégorie d'Athéna. La déesse Athéna représente la guerre, mais elle est également protectrice de l'État, garante de l'équité des lois, soutien de l'agriculture, symbole de la sagesse et protectrice des arts et des lettres. La tête de Méduse, ayant des serpents comme cheveux, que l'on peut apercevoir à ses pieds, lui a été offerte par Persée, en remerciement pour son aide. La salle des pas perdus est appelée aussi salle d'attente, comme en témoigne la banquette encastrée dans la boiserie. La salle de la section des finances. Cette salle était une pièce de l'appartement de la duchesse d'Orléans. C'est la seule pièce, dans ce style, qui soit conservée des appartements de la duchesse d'Orléans, car l'ensemble a été refait dans les années 1820.
Le plafond à arabesque est attribué à Contant d'Ivry, que vous connaissez déjà, puisqu'il est l'auteur par ailleurs de l'escalier d'honneur. On remarque des bâtons de maréchal, qui datent du Second Empire. Le roi Jérôme, maréchal d'Empire, est petit frère de Napoléon Ier. Les moulures de vantaux des portes sont dorées à la feuille d'or. Le style Régence est dominant, avec en haut un palanquin et autour des oiseaux portant un ruban dans leur bec. Sur la cheminée en marbre se trouve un buste en marbre représentant Louis, dit Ludovic Vité, conseiller d'État entre 1802 et 1873, qui fut le premier inspecteur général des monuments historiques, avant Prosper Mérimée. La salle du tribunal des conflits. Il s'agit de l'ancienne salle à manger de la duchesse d'Orléans, aménagée par Contant d'Ivry, encore lui. Cette pièce ovale est ornée de 8 colonnes, réalisées en stuc, imitant le marbre. Deux grandes peintures en trompe-l'œil représentent des cassolettes. Ce sont des vases permettant de brûler des parfums. Côté sud, une allégorie du droit. Siégeant sur un trône, on reconnaît la figure allégorique du droit et de la justice, et tenant une main de justice, symbole de l'autorité judiciaire. À gauche se tient une femme qui tient un miroir, symbolisant à la fois la justice, la prudence et la vérité. À droite, une autre femme tient une épée, également symbole de la justice. Devant, on peut voir une femme qui semble écrire les règlements qu'on lui dicte sur un grand livre. La mère que l'on peut voir sur les marches avec ses deux enfants peut représenter la charité. La salle de la section sociale. Au-dessus de la cheminée a été installé un buste en marbre. Il s'agit du baron de Fréville. Ce dernier a été conseiller d'État sous l'Empire, puis sous la Restauration et la monarchie de Juillet. En face, le tableau représente Louis-Gaspard Amédée Giraud, premier vice-président du Conseil d'État de 1839 à 1847. Tout en respectant une partie de la décoration d'origine, la pièce a été équipée d'un mobilier contemporain et de connexions informatiques. La salle de la section des travaux publics. La cheminée en marbre, aux armes impériales, date du Second Empire. Le buste au-dessus de la cheminée est Alexis Baptiste Victor Legrand, polytechnicien et ingénieur des ponts, entré au Conseil d'État en 1829. C'est normal qu'il soit représenté dans la salle des travaux publics. Le plafond, les boiseries et la plupart du mobilier datent de 1875. Le tableau représente un portrait en pied d'Alexandre François-Auguste Vivien. Vivien a été président du Conseil d'État de 1849 à 1851. Sa main est posée sur un manuscrit qui est un texte de loi. Et c'est dans cette salle que le 27 octobre 1995, le Conseil d'État rendait l'arrêt Morsang-sur-Orge. Dans les années 1990, une discothèque de Morsang-sur-Orge organise des lancers de nains. Oui, des lancers de nains. Le principe ? Projeter le plus loin possible un homme de petite taille, équipé d'un harnais et d'un casque, sur un matelas. Cet arrêt marque un tournant majeur. Il consacre le caractère inaliénable de la dignité humaine, qui ne saurait être marchandée, ni négociée, y compris par la personne elle-même. Par cette décision,
le Conseil d'État élargit la notion d'ordre public, lui conférant une dimension morale. La salle de la section de l'intérieur. Cette salle était l'ancienne salle du trône de Louis-Philippe. Au-dessus de la cheminée était le buste de l'empereur, qui fut remplacé par Bigot de Préameneu. Ce dernier a fait partie des principaux rédacteurs du Code civil napoléonien avec Cambacérès. Justement, en face, est accroché un grand portrait en pied de Jean-Jacques Régis de Cambacérès, président du Conseil d'État sous le Consulat et l'Empire. C'est dans cette salle qu'a eu lieu l'affaire du foulard islamique. En octobre 1989, 2 élèves musulmanes sont exclues du collège parce qu'elles refusent d'enlever leur voile en classe. L'affaire deviendra nationale et la polémique s'engage. Le Premier ministre a demandé l'avis au Conseil d'État. Et voici l'avis du Conseil d'État. Celui-ci rappelle le principe de laïcité et met en avant l'ordre public, dont le chef d'établissement est le gardien. Ainsi, si le comportement trouble le fonctionnement de l'établissement, quand bien même une norme religieuse serait évoquée par l'élève, le chef d'établissement est en droit de prendre des dispositions pour préserver le bon fonctionnement en transparence de l'ordre normatif religieux. La bibliothèque. Créée en l'an 8, sur ordre de Bonaparte, la bibliothèque conserve environ 60 000 ouvrages. Sur la droite de l'image, sur les piliers ioniques, mais non visibles sur cet angle, on remarque le comte Joseph Jérôme Siméon, premier président de la Cour des comptes. Charles Maillard, il est le président de la commission du contentieux, ainsi que le directeur général des polders en Hollande. Curieux, non? Enfin, Georges Cuvier, zoologiste et paléontologue, connu aussi pour la réforme de l'enseignement et l'introduction du droit administratif dans les facultés. La chapelle. La pièce la plus discrète du palais royal est sans doute la petite chapelle néogothique édifiée sous le Second Empire. Les murs sont couverts d'un papier peint, bleu, orné de fleurons dorés. Le plafond évoque le ciel avec son papier peint, bleu étoilé. Les vitraux font figurer les armes accolées de la famille impériale, l'aigle, et de la maison de Savoie, la croix de Savoie, sous une couronne et un manteau de velours rouge parsemé d'abeilles. Le support de la croisée d'ogive montre des anges, avec l'aigle royal et la maison de Savoie. Le tabernacle représente le Christ en gloire, entouré des 4 évangélistes. Aujourd'hui, la pièce n'est plus affectée au culte, mais elle est désormais utilisée comme salle de réunion. Terminons par la plus belle salle du Conseil d'État, la salle de l'Assemblée générale. C'est ici que se réunissent les membres du Conseil d'État pour examiner les projets de loi, voire de certains décrets qui lui sont soumis par le gouvernement. On est saisi par la magnificence de cette salle. Entre le plafond et les murs, on remarque des figures féminines ailées qui semblent soutenir le plafond. Elles évoquent des cariatides. La frise en haut, le long des murs, fait apparaître 5 motifs en alternance. La paix, rameaux d'olivier, torches, miroirs. Le commerce, Mercure au couvre-chef ailé et des ancres. La justice, balance, main de justice, table de la loi et feuilles de chêne. L'agriculture, corne d'abondance, de fleurs et de fruits, rosace. La guerre, bouclier appelé pelta, épée, feuille de laurier. On retrouve en partie ces thèmes dans les allégories peintes en bleu sur fond d'or. Elles représentent les 12 principaux ministères ou secrétariats d'État
du début de la Troisième République. On a donc la guerre, avec un soldat casqué, armé, assis sur un canon. La marine, avec Neptune, dieu des mers, sur une barque. Les affaires étrangères, avec une femme assise près d'une borne frontière et d'un olivier, symbole de paix. L'intérieur, avec une femme tenant un bâton et une lampe à huile, incarnant aussi la vigilance. Le commerce, avec Mercure, le dieu messager, protecteur des commerçants et des voyageurs. L'agriculture, avec une femme montrant son sein nourricier et tenant une gerbe de blé et une faucille. Les beaux-arts, avec Apollon, protecteur des artistes, avec à ses pieds des outils de peinture et de sculpture. Les travaux publics, avec un homme traçant des plans sur une feuille à l'aide d'un compas. Les finances, avec une femme qui écrit sur un livre de comptes et désigne des pièces de monnaie. L'instruction publique, avec une femme tenant un diplôme, symbole de récompense, et montrant à un enfant portant un flambeau une inscription sur un livre adossé à un globe terrestre. Les cultes, avec un homme qui prie devant un autel. La justice, avec une femme tenant une balance et une main de justice. L'ensemble des 4 toiles qui décorent les murs porte le titre de « La France laborieuse se présentant au Conseil d'État ». D'abord des scènes de labour, semailles et moissons pour l'agriculture. Ensuite la place de la Concorde en travaux pour les travaux publics. Puis le port de Marseille et ses différentes activités pour le commerce et la mer. Enfin, un homme pensif, marchant, un livre à la main, dans une forêt pour le travail intellectuel. Voilà, je vous ai présenté succinctement les intérieurs du Conseil d'État. Il faudrait maintenant rentrer dans le vif du sujet avec les missions du Conseil d'État, et elles sont nombreuses. Mais ceci est une autre histoire.